bienvenue encore une fois à ce temps de présentation. Alors, moi je vais être bref, hein, j'introduis rapidement l'événement et ensuite je passerai rapidement la parole. En tous les cas, là, l'objet ce soir, initialement, c'était la sortie d'un numéro de la d'un numéro de la Revue des Sciences Sociales, qui est le numéro 59 et qui s'intitule « Performance du paraître ». Au niveau du comité de rédaction, on souhaitait organiser un événement qui sorte un peu des sentiers battus, c'est-à-dire sortir de la traditionnelle configuration, en gros présentation par les auteurs et ensuite échange avec le public. Là, pour le coup, étant donné que ça traite de performance, on se disait que on va inviter des personnes qui sont effectivement des spécialistes de la performance, c'est-à-dire qui en font leur pratique, d'accord, leur pratique artistique. Donc, le déroulé de ce temps, ça va se faire en 3 moments principaux. Donc, tout à l'heure, là, je vais passer la parole à notre directrice scientifique, Nicoletta Diasio, et à Eva Carpigo, donc, Eva qui a dirigé ce numéro, d'accord, qui fera une présentation de la revue, et du numéro, voilà. Ensuite, ça sera suivi, ce sera une présentation brève d'une 15aine de minutes. Ça sera suivi par la présentation des travaux par 2 artistes qui sont là. Je vais les présenter rapidement tout à l'heure. Donc Evelyne et Sophie, qui sont artistes, donc plasticiennes, je ne vais pas tout énoncer, metteuses en scène pour l'une, enfin je le fais un peu en vrac, performeuses. Elles se présenteront et je les présenterai aussi de toute manière, donc ils présenteront leurs travaux. Alors, par rapport à ce qui avait été annoncé, on a une petite modification de dernière minute pour des soucis logistiques, c'est-à-dire que la comédienne qui devait venir n'a pas pu venir et donc on a changé un peu la forme, c'est-à-dire que la performance n'aura pas lieu en live mais elle sera diffusée en vidéo. Ça ne change rien à la démarche et au fond, hein, puisqu'on a toujours une présentation des travaux par nos 2 artistes invités. C'est juste au niveau de la forme qu'il y a eu un changement. Bon, on gère avec les impondérables, ça fait partie aussi de ce type d'événements et d'organisation d'événements. Voilà. Alors nous, ce qu'on souhaitait, là pour le coup, surtout, c'était, donc je vous disais, sortir des sentiers battus et puis aussi décloisonner l'échange. C'est-à-dire que l'objectif est de permettre, sur la base de la présentation des travaux donc, de ces 2 artistes-là, favoriser un échange qui soit transversal entre les personnes en présence. Alors on a des enseignants-chercheurs, on a des personnes qui sont là intéressées par la culture au sens large, par l'échange, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener un échange décloisonné autour de cette notion de performance et donc corps et enjeux performatifs de l'apparence. C'est l'intitulé de l'événement. Donc voilà, donc c'est un événement qui est coporté, ensuite je vais passer la parole, qui est coporté donc par la Revue des Sciences Sociales, par la Faculté des Sciences Sociales, qui nous offre le buffet, et par l'association d'Ethno et le MAS. Je les laisserai se présenter tout à l'heure. Je vais rapidement présenter nos 2 artistes également, qui ensuite développeront plus avant. Moi, je fais une présentation rapide. Donc, nous avons Sophie Nguyen qui a répondu présente à notre appel, donc qui est artiste performeuse, diplômée du master recherche en arts plastiques de la Faculté des Arts de Strasbourg. Voilà, elle débute ses premières performances donc contre l'homophobie et le sexisme, en explorant et détournant les codes de genre à travers les personnages et les témoignages qu'elle met en scène. Donc, une dimension militante. Elle fait partie et conçoit des actions pour le collectif féministe intersectionnel ACAP, anticapitaliste, antipatriarcat. Et elle a participé activement à l'élaboration de festivals queer et féministes à Strasbourg, tels que le festival Subversion non féminin ou encore le ADIY Fest. Je l'ai bien prononcé ? Oui. C'est une présentation rapide. De toute façon, ensuite, chacune présentera ses travaux de manière un peu plus approfondie, enfin nettement plus approfondie. Et donc, nous avons Evelyne Bicher, qui aussi nous a fait l'honneur de répondre présente à la demande.
Née au Chili, d'une nationalité française. En 2003, elle intègre l'école de théâtre et de cinéma Acteurs Sud à Marseille. Elle crée la compagnie Evelyne B. Pitouche Company. Donc, c'est cette compagnie-là qui a extraite la vidéo qu'on verra tout à l'heure. Donc, dans laquelle elle décide de faire tout ce qui ne doit pas être fait sur scène. Donc, il y a une dimension de subversion, là aussi. Délibérée, ignorant donc toutes les règles traditionnelles du théâtre. Ces œuvres s'inscrivent en matière d'interprétation en temps réel, ce qui lui donne une liberté absolue de mise en scène. Ces créations ont bien été cataloguées dans la critique et dans le public international, et donc il y a le label Postmodern Theatre qui est posé dessus. Je le laisserai, je ne veux pas trahir le fond, je n'y connais rien, je te laisserai le présenter. Voilà. La metteuse en scène et sa compagnie ont présenté ses œuvres dans différents festivals internationaux et nationaux. Il y a plusieurs prix, tel qu'un double prix qui a été obtenu pour Frac 3, dont on va voir un extrait tout à l'heure. Voilà. Je te laisserai le présenter, ça date de 2013, en tout cas le prix date de 2013. Voilà, et les œuvres ont été présentées dans plusieurs pays, en France, au Chili, en Argentine, au Mexique, Espagne, Cuba, Uruguay, Brésil, Colombie, Allemagne. Voilà, et donc c'est un événement qui est coporté, donc je disais, par la Revue des sciences sociales initialement, qui en a l'initiative, et on souhaitait faire quelque chose de transversal et aussi coporté notamment avec les associations d'étudiants, dans l'idée aussi d'ouvrir la revue au public étudiant. J'en dirai pas plus, ce serait présenté tout à l'heure. Et donc je passe tout de suite la parole au plus proche, à Swan. Merci beaucoup. Tout le monde m'entend ? Oui. Donc je suis Swan Gastinger-Finazzo, je suis étudiant en anthropologie ici à Strasbourg. Avant de présenter l'association, je tiens à remercier tous les intervenants d'être présents aujourd'hui, à vous le public, aux équipes à la technique, ainsi qu'au personnel du Collège doctoral européen. Je suis donc membre de l'association d'ethnologie de Strasbourg. Et cette association, c'est donc une petite association étudiante qui essaye de faire des grandes choses. Et cet événement en fait partie puisque, Christophe vous l'a dit, ça mêle plusieurs disciplines. C'est quelque chose encore d'unique, peut-être, on l'espère, un événement qui donnera suite à d'autres réunions de ce type. Et dans le sein de notre association, donc, on essaye d'organiser des choses pour qu'il y ait une conversation entre les étudiants, mais aussi entre les disciplines, entre les chercheurs. Et on organise différents types d'événements. Le prochain, ce sera cette semaine un ciné-club. On en organise régulièrement. On aura aussi, au courant du mois de mai, les journées interannées, qui est une sorte de colloque pour les étudiants en master, avec cette année un partenariat également avec des étudiants qui interviendront, qui feront le déplacement depuis Toulouse. Donc on essaye de donner une dimension professionnelle à toutes nos manifestations, pour nous permettre aussi, à travers l'exercice de nos pratiques dans l'association, de mettre un pied à l'étrier pour tout ce qui nous attend par la suite. Et enfin, encore un dernier mot pour une autre manifestation à venir au courant du mois de juin, où il y aura une exposition qui aura lieu à la Micha. Vous pouvez retrouver tous ces événements sur notre page Facebook, et il y a également un blog, l'adresse du blog qui est visible sur cette page-là. Alors je vais passer tout de suite la parole à Benoît, j'en profite parce que moi-même, il y a 10 ans, j'étais déjà étudiant et j'étais président du MAS, le mouvement associatif des sciences sociales. Donc je suis très content qu'on ait pu faire cet événement en collaboration avec eux. Ok, bonjour. Et comme il a dit, merci à tout le monde d'être là, de vous être déplacés et tout ça. Alors, moi je suis Benoît Dubois, étudiant L3 d'intervention sociale à la faculté de Strasbourg et président du MAS. Donc c'est le mouvement associatif des sciences sociales de Strasbourg, association créée en 1981 et qui est en restructuration actuellement. Et donc nous on part surtout du constat qu'en sciences sociales on est plus de 600 étudiants et au final on a l'impression que personne ne se connaît, il ne se passe rien du tout.
Du coup, on organise deux sortes d'événements. Il y a des événements un peu plusieurs soirées, apéros, pique-niques pour créer de la cohésion entre les étudiants. Et deux événements un peu plus culturels, souvent avec des enseignants pour apprendre de nouvelles choses et pouvoir appliquer ce qu'on voit en cours. Voilà. Je passe le micro à qui? Du coup, on va passer la parole comme c'était convenu, donc à Nicoletta Diasio et à Eva Carpigo. Donc d'abord Nicoletta qui va nous présenter donc la revue des sciences sociales, et moi je vais quitter l'estrade pour pouvoir faire le lien avec le public. Alors, au niveau de la forme estrade, nous, ce qu'on voulait, c'était quelque chose d'un peu transversal, justement, et la forme n'aide pas, mais on a été contraint quand même à cette configuration-là, notamment pour des raisons de captation vidéo. Mais le but, c'est quand même que ce soit un échange le plus transversal possible. Donc moi, je vais être là et je vais faire le lien avec le public pour gérer les prises de parole tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Si, ça marche. bon, merci beaucoup à Christophe pour l'organisation de cet événement avec les deux associations qui se sont présentées. Je me réjouis vraiment de cette collaboration, de vous voir nombreux, d'avoir aussi comme disons hôte cette journée des artistes, des performeuses et des metteurs en scène. Mon rôle serait de présenter la revue des sciences sociales, mais avant de vous dire ce qu'on fait maintenant, j'aimerais beaucoup remercier Freddy Raphaël qui est là, qui était l'ancien directeur de la revue et qui l'a vraiment porté avec main de maître pendant longtemps. Et j'aimerais peut-être lui passer la parole avant de parler pour qu'il puisse lui présenter un peu l'histoire de la revue et que moi je prenne un peu après la parole pour expliquer ce qu'on fait maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous tous, à la fois les organisateurs, les participants. Ça fait chaud au cœur, on en a besoin par moment. Je voulais vous dire que simplement cette revue est une des plus anciennes revues en France à l'heure actuelle, dans la France contemporaine, revue de sociaux, qu'elle a beaucoup évolué au cours du temps, qu'à l'origine, c'était une volonté qui me paraît peut-être plus nécessaire maintenant, alors qu'elle a connu une éclipse dans les thèmes, qui au départ, nous l'avons créée pour un peu réagir à une certaine construction fantasmée de l'Alsace à l'époque. C'était la revue de la France de l'Est, revue sociale de la France de l'Est, et quelque part, on prenait en charge l'image fantasmée d'une identité alsacienne et qui cédait au culte des racines et qui, quelque part, écartait tous ceux qui ne participaient pas d'une même histoire, d'une même culture. Donc, on voulait refléter nos recherches à l'Institut que nous dirigeons de sociaux avec les ethnologues au départ et les démographes pour essayer d'ouvrir justement la recherche sur des problèmes régionaux désenclavés. Je dois dire aussi que très rapidement, non pas la performance n'a pas joué de rôle, on ne connaissait pas, mais nous avons introduit progressivement l'image. L'image a eu progressivement un rôle de plus en plus important dans la revue. Au départ, il s'agissait de saisir à travers les travaux sur l'analyse de tableaux de sculpture de la représentation de l'autre et de l'enfermement de l'autre dans un stéréotype. L'autre étant à l'époque, surtout en Alsace, dans l'art médiéval, et dans le juif, l'homme de couleur, et quelque part on décryptait le travail des mentalités, la fabrication des stéréotypes à travers l'image. Je dois dire que ce travail me paraît d'une importance tout à fait décisive encore à l'heure actuelle, et par rapport à
un monde culturel tout proche, je pense celui de l'Alsace notamment, où il y a une tendance au renfermement, au recroquevillement, au culte des racines, une espèce de fascination malsaine sur le thème de l'identité qui a été reprise à l'échelle nationale. Ça me paraît être un fantasme qui peut être, vous le savez aussi bien que moi, un fantasme meurtrier, cette quête d'identité qui s'accompagne d'une quête de pureté dont d'autres sont bien sûr exclus et en quelque sorte apportent la souillure par rapport à ce fantasme-là. Ce sont des thèmes qu'on a travaillés à travers toutes ces années dans la revue. Ce qu'on a voulu aussi, et ça me paraissait important, c'est adosser nos recherches de terrain. On a fait énormément de terrain, mais on les a adossés à une relecture des pères fondateurs de sciences sociales et montrer comment une analyse contemporaine de ces travaux, de ceux qui nous ont précédés et à qui nous devons énormément, que ce soit la sociologie française, mais aussi beaucoup la sociologie allemande, la sociologie anglo-saxonne et maintenant aussi, bien sûr, de beaucoup d'autres pays, eh bien, nous avons voulu adosser constamment le travail de terrain à une réflexion théorique et une réflexion aussi sur notre démarche. Comment est-ce qu'on travaille en sciences sociales pour essayer de ne pas être prisonnier de ses propres préjugés? Et très nettement, nous étions tous un peu sous la perspective de Max Weber en disant que l'objectivité, bien sûr, c'est un fantasme aussi, ça ne s'atteint jamais, c'est comme la sainteté, mais on peut tendre vers l'objectivité et ça a été un peu nos efforts. Donc voilà grosso modo, de plus en plus, alors je veux dire, je suis extrêmement heureux parce que je dis pas ça pour leur faire plaisir, mais avec Nicoletta et ceux qui l'entourent, c'est une équipe jeune qui a pris le relais. J'en avais besoin. Je pense qu'il y a de nouvelles problématiques. Il y a des problèmes auxquels j'échappe probablement, vu mon expérience et mon âge, d'autres que je trimballe et que je n'ai pas droit peut-être non plus d'écraser les jeunes générations de mes problèmes personnels. Mais il y a là une relève qui est des plus stimulantes. Et la manifestation d'aujourd'hui et cette ouverture, prouve cette ouverture. Alors voilà, un grand merci à tous, à vous. Voilà. Oui, bon, merci beaucoup Freddy. Finalement, il a, je pense, voilà, très bien présenté quelle a été et quelle est aussi fondamentalement la philosophie et la ligne éditoriale de la revue. J'aimerais tout juste peut-être ajouter 2 ou 3 points qui peuvent être intéressants dans ce contexte. Effectivement, disons, c'est une revue qui est née à Strasbourg et donc dans un lieu qui a été et qui est encore un carrefour vraiment de mémoire, de culture, de savoir, de langue et de héritage scientifique. Et donc, ce qui nous tient à cœur est garder cette dimension de circulation, de transmission, de critique aussi de savoir, qui est fondamentale en fait dans la recherche scientifique. Et donc, ceci à la fois par ce retour, parfois sur les pères et mères fondateurs et fondatrices de nos savoirs. Dans le numéro dont il est question aujourd'hui, je passe directement au numéro pour ne pas prendre de la place, en fait, du temps sur les présentations suivantes. Par exemple, il y a tout un hommage à Georg Simmel, qui a été vraiment un passeur, en fait, entre les héritages, je dirais, germanophones, allemands et français, et qui a enseigné à Strasbourg. Donc, c'est un texte, par exemple, la traduction d'un inédit en français de Simmel sur l'Europe, et donc qui représente aussi une des questions qu'on se pose au sein de la revue, la question aussi effectivement de la mise en question de certains mythes ou de certaines fictions identitaires. Donc vous trouverez dans ce numéro-là aussi donc cette traduction d'un inédit en français
un commentaire par Patrick Vattier et un autre texte sur la performance des objets chez Simmel par la chercheure, philosophe et sociologue Claudia Portioli. Alors l'autre question qui renvoie un peu à la question des frontières, c'est la question du rapport entre disciplines. Donc c'est clairement une revue des sciences sociales. Elle a été fondée par un sociologue et très longtemps portée aussi par des sociologues, mais c'est vraiment une revue qui se veut un espace de dialogue entre l'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie, l'histoire et la démographie et vraiment toutes ces disciplines ont leur place et vous le voyez dans ce numéro-là, finalement c'est un numéro où je crois, voilà, déjà il n'y a même pas un article de sociologie, peut-être si, sauf dans l'hommage à Simmel, mais on a beaucoup d'ethnologues et puis des spécialistes de théâtre, de l'histoire ancienne. Bon, tout à l'heure on reviendra en présentant peut-être plus dans le détail les articles, mais nous ouvrons par exemple la réflexion sur la performance du paraître à travers une intervention donc de Francesco Remotti, qui est ethnologue à l'université de Turin, qui questionne la construction même des corps et qui développe un concept qu'il a longtemps travaillé, qui est celui d'anthropopoiesis, c'est-à-dire l'idée que dans toute société, il y a une sorte de devoir de façonnement de corps qui procède par choix, par sélection, ce qui fait qu'on est tous dans une certaine mesure incomplets et que c'est cette incomplétude qui nous fait humains et qui rend finalement, qui rend visible des choix de société et de culture. Il le développe aussi à partir de l'idée de désorientation. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant que vous pouvez trouver dans sa contribution, c'est-à-dire le fait qu'à un moment, il y a certains choix qui semblent, entre guillemets, irrationnels. Pourquoi, par exemple, souffrir dans la recherche de la beauté? Pourquoi faire des opérations qui semblent vouloir détruire les corps au lieu de les construire? Et ces moments de désorientation sont des moments privilégiés pour lire aussi les orientations que se donne une société. Et l'autre texte qui accompagne cette section est un texte d'Adéline Poussin qui, très empiriquement, montre à partir d'un terrain qu'elle a fait dans le monde militaire, comment les postures et les techniques vocales, elle part du chant, c'est une ethnomusicologue, font le corps des militaires et font à la fois des corps individuels et le corps de l'armée. Donc voilà, je voulais vraiment souligner cette importance de l'interdisciplinarité et, comme disait justement Freddy, et du terrain. C'est-à-dire on interroge bien sûr les représentations, mais aussi on tient beaucoup à interroger les pratiques. Et donc on vous demande, si vous souhaitez présenter des articles, on est tout à fait ouvert, mais voilà, des articles qui soient issus de recherches aussi empiriques, fondées sur un terrain et fondées sur une connaissance aussi empirique, je dirais, des sociétés et des cultures. Un autre aspect qui, voilà, me semble important, c'est la question du pluralisme épistémologique. C'est quelque chose aussi à laquelle on tient, donc la possibilité de rendre compte de débats scientifiques et donc de mettre à la fois en miroir, en confrontation, en tension, des orientations différentes. On sait à quel point dans les sciences sociales, on est tous... Voilà, les sciences sociales sont traversées par des débats, elles l'ont toujours été. Ce sont des débats aussi qui trouvent, je dirais, leur nourriture et leur humus dans le fait qu'on est, quelque part, on est en société. Et que donc, il y a de toute manière, même dans la recherche la plus, entre guillemets, pure, une part d'engagement. Mais on tient à que finalement ces différents courants soient présents et ne soient pas mis en compétition, mais mis en discussion. Je pense à un numéro par exemple de 2008 qui parlait de Strasbourg comme carrefour des sociologies. Et donc on retrouve à nouveau cette question du carrefour. Et enfin, la question de comment raconter les sciences sociales. Ça, c'est aussi une question qui nous préoccupe. Et donc, la question de la traduction.
Le numéro là que vous avez là s'ouvre avec un article donc de Freddy Raphael qui s'appelle La part de l'autre, de l'hospitalité de la langue, où il y a une sorte de rapprochement entre la démarche du traducteur et celle de l'anthropologue, mais qui montre également comment la langue est constamment menacée par l'érosion, par l'instrumentalisation, par des formes de falsification qui relèvent de relations de pouvoir. Et donc, comment raconter un terrain, comment écrire et décrire les sciences sociales, c'est une autre des préoccupations de la revue, d'où l'intérêt aussi pour l'image, car l'image est une autre manière de raconter les sociétés, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, donc je ne m'arrête pas, mais aussi l'importance peut-être de connaître ce que font d'autres revues. Alors on est dans un système où même la recherche subit des logiques de marchandisation, je dirais presque de mise en compétition. Et la carte qu'on veut jouer avec la revue des sciences sociales n'est pas tellement la carte de la compétition, mais de la collaboration. Donc on a instauré des formes d'échange et de collaboration avec d'autres revues européennes d'anthropologie, de sociologie, de démographie. On a hébergé par exemple une revue d'ethnologie de l'association slovène des anthropologues, qui s'appelle Tradizione, et on va héberger une revue italienne, la Ricerca Folklorica, qui est toujours une revue d'anthropologie, mais disons dans un contexte où on essaie de nous mettre un peu les uns contre les autres. Ce qu'on cherche, c'est plutôt à faire circuler des recherches, des manières de penser la société, car on sait bien que chaque discipline a en soi toute une histoire, est enracinée dans un contexte, et c'est uniquement redonner cette pluralité des contextes et des manières de penser la société qui peut nous enrichir au lieu de nous mettre en fait en compétition. Et donc là, je m'arrête et par contre, je profite encore un moment peut-être pour présenter en fait qui on est. Alors donc merci. Bon, voilà, moi on m'a présenté, mais avec moi il y a donc Christophe Imbert, Vulka Fidolini qui n'est pas là aujourd'hui et Virginie Wolf qui sont les co-rédacteurs et la co-rédactrice en chef donc de la revue et qui donc suivent chacun à la fois un numéro à la fois ou d'autres rubriques ou thématiques, donc que ce soit sur la communication, l'iconographie, les varias, les échanges avec d'autres réseaux ou revues. Si vous voulez nous contacter, petite publicité, on a une adresse mail commune qui est RSS comme revue des sciences sociales @micha.fr. Merci. Merci, bonsoir à tous. Je m'appelle Eva Carpigo, je suis doctorante en anthropologie en fin de thèse. Et il est un grand plaisir ce soir de présenter la sortie du numéro Performance du paraître que j'ai eu le plaisir de coordonner avec la collaboration de Najwa Kefi et Philippe Léotard. Je tiens à remercier de tout cœur le comité de la rédaction de la revue des sciences sociales qui a accepté d'abord le projet et ensuite soutenu logistiquement toute sa réalisation. En particulier aussi Christophe Imbert qui a rendu cet événement possible et tous les autres membres aussi partenaires de l'événement. Merci beaucoup. Merci au public d'être ici présente ce soir aussi. Alors, tout d'abord, je veux rappeler comment est née l'idée de composer ces numéros de revue. Dans un deuxième temps, j'articulerai les thèmes principaux du numéro, citant les auteurs publiés et reprenant les lignes principales de l'introduction que Nicoletta Diasio et moi-même, nous avons aussi coécrit. Tout a commencé en 2016 avec l'organisation du colloque Corps meurtri, beau et subversif qui a eu lieu ici à l'Université de Strasbourg entre la MICHA et le Collège doctoral européen, donc ici. Cet événement a été pensé et co-organisé par Valentine Gourina, Barbara Duarte, Najwa Kefi et moi-même. Nous étions à l'époque 4 doctorantes rattachées à l'Université de Strasbourg et notamment au laboratoire Dynamique européenne. Nous nous sommes connus autour d'un séminaire qui s'intitule Corps et qui est organisé depuis de nombreuses années par David Le Breton,
qui est par ailleurs mon directeur de thèse. Donc cette alliance a permis d'unir nos forces, nos compétences et nos réseaux afin de convoquer un colloque international et interdisciplinaire autour des modifications corporelles au sens large. Les interventions tournaient autour du body art à la performance, des pratiques esthétiques aux prothèses, des greffes d'organes au corps piraté, des modifications de type bod mods aux orthèses de type corset, etc. Donc, nous avons réfléchi autour de ces questions avec des opérateurs de beauté, avec des modificateurs du corps, qui soient perceurs, chirurgiens, roboticiens, etc. Notre objectif était celui de créer une occasion qui puisse fédérer les chercheurs et les acteurs de terrain en vue de l'établissement des collaborations et des projets interdisciplinaires. Si vous êtes intéressé à réviser les contenus du colloque, les actes ont été publiés en 2018 donc dans cet ouvrage homonyme donc, qui s'appelle « Corps meurtri, beau et subversif, réflexion transdisciplinaire sur les modifications corporelles ». Si vous voulez, vous pouvez les fouilleter tout à l'heure. Ou bien vous trouverez toutes les interventions enregistrées sur le site Canal C2 de l'Université de Strasbourg. Ce colloque a été très fertile pour plusieurs raisons, car d'une part, il a donné suite à des collaborations qui ont ébauché dans la création des séminaires thématiques, tels les séminaires corps et prothèses, co-dirigés par ma collègue Valentine Gorina, ou bien les séminaires corps et beauté, que je co-dirige avec des collègues Marion Brezas et Camille Couvry, et on s'est rencontrés justement lors de ces colloques. En deuxième lieu, ces colloques, il a aussi rendu possible la mise en place des projets éditoriaux et donc des publications thématiques transversales, dont Performance Paraître, donc le numéro que nous sommes en train de présenter ce soir. Venons donc au numéro Performance du paraître. Ce numéro de revue concerne plus particulièrement les thèmes de l'apparence corporelle et de la performance. Les auteurs relatent, que ce soit avec une approche de description ethnographique ou bien selon nos réflexions théoriques, les enjeux socioculturels de la mise en scène de soi. Les contextes sont différents, à la fois ordinaires, donc considérant des cas dans les quotidiens, ou à la fois extraordinaire, donc dans les cadres rituels, dans les cadres de la performance oratoire ou médiatique, etc. Dans l'introduction du numéro coécrite avec Nicoletta Diasio, nous avons repris certaines idées d'auteurs tels les sociologues Erving Goffman et l'anthropologue Victor Turner, lesquels articulent à la fois les notions d'apparence corporelle en tant que mise en scène de soi, tel qu'il le disait Erving Goffman, et à la fois les concepts de performance en tant que rituel de récomposition et renouvellement de l'ordre social, tel qu'il est postulé Victor Turner. Nous croyons important de rappeler que l'apparence du corps est, pour toutes les sociétés humaines, passées et présentes, un indicateur du positionnement symbolique des sujets dans leur monde social. Ces positionnements esthétiques peuvent être alignés avec des conventions institutionnalisées du groupe, comme le montre l'article de l'anthropologue Adeline Poussin sur les défilés chantants des soldats de l'armée française. Dans ce contexte, les corps des soldats de l'armée et leur voix sont homologués à un standard performatif qui doit évoquer l'idée de cohérence du groupe et de force d'ensemble. Au contraire, d'autres types de présence esthétique ont un caractère subversif. Telle est la démarche de certains sujets qui habitent des corps outrageux, car porteurs de handicap, ou bien dans les cas des personnes transgenres, selon les exemples évoqués dans les articles du philosophe Pierre Ancet et de l'experte en communication Karine Espineira. On se montre pour éviter de se cacher, pour éviter de vivre son corps dans le paradigme de la honte,
pour revendiquer son propre droit à exister, pour être reconnu présent sur la scène sociale, pour envahir cette scène publique, la tachant des milliers de particularismes. Performance du paraître évoque l'idée que le paraître, l'apparence corporelle, est une mise en scène de soi, élaborée et réfléchie tout en étant culturellement ancrée dans des traditions porteuses des codes qui nous sont transmis, que nous pouvons apprivoiser, tels qu'il nous les laissait à entendre Goffman, ou bien que nous pouvons subvertir, parfois au prix de subir des discriminations. L'apparence corporelle n'est donc jamais un élément que l'on puisse considérer comme superficiel ou comme anodin. Nous pouvons lire le corps comme un moyen de relier l'acteur social à l'environnement au sens large et donc aussi aux autres, tel qu'il le dit souvent aussi David Le Breton. Nous pouvons concevoir l'apparence esthétique comme un important ancrage symbolique qui nous situe socialement. La présence esthétique au monde est une performance en soi, car elle suscite toujours une réaction, ne serait qu'une indifférence ou bien une stupeur. Nous avons cru intéressant d'évoquer aussi la notion de performance telle qu'il étudiait l'anthropologue Victor Turner. Selon Turner, les rituels constituent une performance, car ils visent à rompre un ordre établi et à transformer la réalité, proposant de nouveaux paradigmes. La performance serait donc un drame social, des provocations, de rupture, de dynamisation du présent, d'expression de discontinuité. La mise en scène de soi répond donc à une décision de faire tout en défaisant, tel qu'il le suggère Francesco Remotti dans l'article publié dans ce numéro. Il est vrai que les choix esthétiques déterminent une prise de position qui parfois est irréversible, comme dans le cas des modifications corporelles invasives et définitives. Mais il faut souligner que souvent, les modifications des corps inquiètent moins les modifiés ou les modificateurs que les spectateurs qui ne sont pas impliqués directement dans ce type de modifications, mais qui se sentent pourtant concernés. Donc, Performance du paraître est un numéro qui se positionne à côté des acteurs sociaux et contre toute attitude moraliste qui tendrait à les juger, voire à les victimiser. Pour nous, il est important de souligner le rôle de l'agentivité inhérente dans l'acte de se montrer, d'assumer une apparence connotée qui peut être conventionnelle ou bien outrageuse ou subversive. Telle est la démarche du général romain Servilius, selon les cas présentés par l'historien Philippe Accard, lequel présente en public sa monstrueuse tumeur inguinale, argumentant qu'il s'agit d'une blessure de guerre provoquée par les mois passés sur son cheval. Sa performance oratoire est décisive pour renverser les stigmates corporels posés sur les corps handicapés ou difformes et les transforme en particularités honorables. Ces contributions nous montrent toutes que les codes de l'apparence sont performés dans le sens de jouer, parfois même de manière ludique. D'autres fois, de manière plutôt artistique, comme le souligne Sylvie Roch dans son article sur les performeurs des scènes contemporaines, ou bien de manière rituelle et commerciale, comme le montre l'article sur les cérémonies des nippo-brésiliens de l'ethnologue Helena Prado. En conclusion, les enjeux socio-anthropologiques, mais aussi éthiques liés à l'apparence corporelle sont multiples. L'apparence du corps est bien un miroir des valeurs sociaux conventionnellement partagées qui sont incorporées par les sujets depuis les plus tendres âges, mais l'apparence est aussi bien un territoire où les individus expriment leur positionnement social, c'est-à-dire leur adhésion à certaines valeurs ou bien leur désaccord. Le caractère plastique de l'aspect physique permet aux individus de jouer avec les codes sociaux et mettre en valeur les signes et les discours qui mieux résonnent avec eux-mêmes.
Nous pouvons choisir alors de nous fier à ces apparences sans pour autant nous forcer à produire des discours interprétatifs qui figeraient les sujets dans des cases trop étroites. Essayons de nous efforcer à vivre en contact avec l'autre, un contact qui soit bienveillant, malgré le fait que cet autre soit esthétiquement affin ou pas avec nous-mêmes. Laissons-nous nous fasciner, laissons-nous nous emporter par la curiosité envers les particularismes esthétiques, dans une France qui réclame de plus en plus de pluralisme. Je voudrais rappeler en tout dernier lieu que le séminaire Corps et Beauté que je co-organise s'intéresse à approfondir les enjeux socio-anthropologiques liés à l'apparence du corps. Vous êtes donc tous invités à suivre les activités de ce séminaire qui est né d'ailleurs à la suite de ces colloques Corps-Moterie. Et vous pouvez chercher Corps et Beauté sur Google, vous trouverez nos pages Facebook, Twitter et notre carnet hypothèse. La prochaine séance strasbourgeoise du séminaire Corps et Beauté aura lieu le 7 juin 2019 et sera intitulée Beauté, Empowerment et Genre. Et nous allons inviter la sociologue néerlandaise Cathy Davis et le chirurgien plasticien Thérèse Awada. Si vous êtes intéressé aussi à collaborer, si vous intéressez cette thématique, je vous invite à nous écrire à l'adresse corps.beauté@gmail.com. Et en tout dernier mot, je vous souhaite une bonne visualisation de ces exposés, des artistes qui vont suivre cette introduction. Nous nous retrouvons lors du débat final et je vous remercie de votre attention. Donc, juste, donc on va faire un débat collectif final, hein, comme ça a été annoncé au début. Donc là, on passera directement aux artistes. Juste avant ça, s'il y a des questions juste de précision par rapport à ce qui vient d'être présenté là, s'il y a un point sur lequel vous souhaiteriez une précision, pas dans le but de lancer un débat, juste quelque chose que vous souhaiteriez approfondir. Sinon, on passe directement à la suite. Oui. Excusez-moi, vous avez parlé tout à l'heure de l'hospitalité de la langue. Est-ce que vous pourriez expliquer de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Je vais peut-être laisser la parole à l'auteur vu qu'il est là. Voilà, j'ai repris ce concept. L'hospitalité de la langue, pour moi, consiste dans tout ce travail qui est un travail de créativité qu'est la traduction. C'est-à-dire que dans la traduction, il s'agit à la fois d'accueillir dans ma langue, celle que je veux communiquer, ce qui fait le génie propre et la culture de l'autre langue. Et c'est dans ce respect, le thème de l'hospitalité, c'est d'accueillir l'autre sans le réduire à moi. C'est ce qui m'importe avant tout. Et c'est pour ça que j'ai repris ce concept dans mon article. Merci. D'autres questions de précision? Sinon, surtout, n'hésitez pas à le noter, de toute façon, puisqu'ensuite, on va faire le débat collectif après. C'est bon? Ok. Donc, je passe la parole à... Alors, je crois que c'est Evelyne qui commence. Ouais. Très bien. Bonsoir. Bon, avant tout, merci beaucoup. Il y a un petit peu de bruit, c'est un peu difficile, on est d'accord? D'accord. Donc, j'ai fondé ma compagnie dans l'année 2005-2006, à la fin de mes études à Marseille. À ce moment-là, nous avons commencé à tourner d'abord au Chili, après en Argentine. Vu que je suis née au Chili, à Santiago, et c'était un coup de chance, en fait. Ce n'est pas parce que j'étais chilienne que je suis allée. Et c'était Fragment 2. Fragment 1, c'était le tout premier spectacle que j'ai fait à la sortie de mon école. Donc avec Fragment 2, on est parti jouer. Suite à ça, en 2011, on a commencé Fragment 3, c'est-à-dire la trilogie, la fin de cette histoire de Fragment, le jeu en temps réel. Pourquoi en temps réel? Parce que ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir bouger et pouvoir bouger, faire tout ce qu'on voulait faire, en fait, tout simplement.
Ce n'est pas de la provocation. À cette époque-là, je me souviens que c'était la mode de la provocation, genre le théâtre contemporain, il fallait absolument être à poil, il fallait absolument se jeter de la nourriture et tout ça. Tout le monde, c'était la provoque. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire exactement ça, mais sur moi-même, sur mes comédiens, sur les interprètes, mais pas sur le public. Parce que pour moi, c'était juste montrer une photo plutôt que de déranger le public, en fait. Ça, c'était tout simplement de la provocation qui n'était pas du tout, qui n'est pas du tout justifiée. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de fusionner tout ce qui est corps, son, vidéo, musique, texte, et tout ça, faire un mix des choses, pas sur une scène, tout simplement dans un endroit, n'importe où, toujours en s'adaptant à l'architecture du lieu. D'accord ? C'est-à-dire que le texte, il est important, mais il est exactement au même niveau que le son, que le plastique, tout ça. Donc, à cette époque-là, ça a donné Fragment 3. Et je me suis appuyée à ce moment-là de l'auteur Rodrigo Garcia, qui est argentin-espagnol, et qui n'a pas mis en scène ce texte. Enfin, il l'a mis, mais c'était seulement projeté. Il n'a jamais fait parler ses comédiens avec ce texte-là. Donc, c'est le spectacle Fragment 3, approche de l'idée de méfiance. Donc, méfiance, c'est ça qui m'a attirée en Fragment 3, parce que c'était justement cette histoire du paraître, de devoir être pour éviter la peur envers l'autre. Donc, l'extrait que je vais vous montrer, c'est le 12e extrait. En fait, c'est un spectacle de 1h10. Et je vais vous montrer. Il faudrait juste monter un petit peu le son, je crois. Je ne sais pas si c'est prêt. Donc, on verra et après, je vous explique le pourquoi et le comment. Ah, il y a eu à ce moment-là, il faisait moins 15 degrés, c'est 2013. C'est à l'époque, ça s'appelait le Hall de Charles. C'est la toute première fois que j'ai joué à Strasbourg. Ouais. Et il faisait moins 15. Et du coup, la terre, elle était complètement gelée. Mais normalement, après, on l'a refait. Et ça donne un tas de terre où le comédien, il est enterré. Donc, c'est une participation, on est 3 et on verra. Voilà. Ça, c'est la première fois qu'on l'a fait ici. Il faut monter.
Mais je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain, de la chambre d'hôtel. Ce miroir grossissant, qui te rend encore plus monstrueux que tu n'es déjà. Et j'ai parcouru les pores de mon visage, de ma peau, un bon moment, pour voir si j'arrivais à bâtir une nouvelle image de moi, capable d'annuler toutes les interprétations dont j'ai l'air d'être forgé par les autres. Il s'agissait d'annuler l'image qu'ont de moi le boulanger, celle qui me vend mon poisson, ma mère, le chauffeur de taxi, le gars du bar, chacun de mes amis et les gens que je croise à peine 2 secondes dans le métro. Mais le miroir n'était pas suffisant. C'était bien peu pour tuer mon reflet chez les autres et bâtir une nouvelle image de moi. Alors, je suis sorti me refléter mieux que dans un miroir. J'ai commencé par quelque chose de simple, un verre d'eau, une cuvette de WC pleine d'urine. Et puis j'ai posé ma tête près d'une rivière aux Asturies pour que l'eau qui descend de la montagne m'arrache un bras, ma tête reflétée. Et puis j'ai posé ma tête tout près de ce qui ne reflète rien. Du pain, ma main ouverte, la nuque de la femme que j'aime. Mais ça ne m'a servi à rien. Mes yeux n'ont pas brillé dans les livres de ma maison, pourtant je les ai sortis un par un et j'ai collé mon nez dessus. Je ne suis pas non plus apparu sur les murs de ma maison, là où il y a une fissure, d'ailleurs, que les maçons ne sont toujours pas venus colmater et repeindre. Et je me suis pris les mains, main contre main, la mienne contre la mienne, et j'ai palpé l'étrangeté. Dans la solitude et privé de certains sens, je palpitais. Et j'ai nagé dans l'inquiétude et dans la peur, moi tout seul dans un lac glacé. Et en séchant au soleil satisfait, je me suis reconnu millimètre par millimètre. Pour savoir qui j'étais, j'avais juste à regarder ma chair en train de sécher. Finalement, je me suis vu reflété dans un petit autoportrait de Rembrandt. Petit comme une pièce de monnaie, bordel. J'ai dû sacrément m'approcher pour voir Rembrandt, tout jeune d'un fou, l'air d'un fou ébouriffé. Mais je ne sais pas vers où il regarde. Et dans cet infini, je me suis trouvé. Ça, c'était juste un extrait du spectacle. Je ne sais pas si voilà. C'est un extrait du spectacle, donc c'est 8 minutes. Après, il y a plusieurs sous-sessions de spectacle où le public, en fait, il n'est pas... Nous ne sommes pas sur une scène. Comme je disais, nous sommes tout simplement dans la salle et le public, il se déplace en même temps. Généralement, on essaye de le faire danser, on devient très complice avec, on s'amuse avec le public. Et le moment où le public se déplace pour aller vers un autre espace, il devient automatiquement un chœur grec, en fait. C'est pour ça. Ce qui m'a donné la suite de faire encore un autre spectacle après sur Antigone, où je transforme vraiment le public en chœur grec, en fait. Et donc ça, c'est l'idée de faire participer le public, de que lui-même il puisse, avec son corps, il puisse lui-même devenir participe, en fait, de qu'est-ce que c'est cette réalité virtuelle. Je ne sais pas comment l'expliquer. Déjà, je dis public, mais je ne dis jamais public avec eux. Enfin, je dis notre visite. Ils nous rendent visite chez nous. Le comédien, je l'appelle l'interprète. Il ne faut pas juste qu'il joue, il ne faut pas qu'il joue. Il faut tout simplement qu'il sente la chose.
Là, bien sûr, quand on voit un extrait en vidéo, ce n'est pas la même chose que quand on le voit pour de vrai. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais là, normalement, il y avait la force, il y avait la transpiration, il y avait le souffle, il y avait le son qui était ma voix. Je venais de travailler à Milano avec Chiara Guidi de la Société Raffaello Asensio. Du coup, elle m'avait appris à travailler la voix. Qu'est-ce que c'est le sens d'être ce qui vient de là, quoi. La première voix avant de... Presque quand on vient de naître, en fait, la toute première voix. Et donc, c'est cette petite voix là-bas qui essaye de bouger à ce personnage, à ce bulldog, à cet être qui n'a pas de personnalité, qui n'a rien, mais en revanche, il a beaucoup d'énergie, beaucoup de sensations, qui, une fois qu'il sort, qui enlève toute cette mascarade qui sort de la terre, qui naît, il enlève, il arrache cette chair pour dire juste qu'en fait, il fallait juste se retrouver et sécher sa peau pour se retrouver lui-même, sans artifice. Donc, c'est ça le mélange que j'ai fait avec ce spectacle. Et voilà. D'ailleurs, le comédien s'appelle Michael Stéphane. C'est avec lui qu'on a fondé la compagnie, qui malheureusement n'a pas pu venir parce qu'il est à l'étranger. Voilà, merci beaucoup. Je donne la parole. Alors, le temps de lancer le PowerPoint. Alors, pareil, comme avant, on ne va pas lancer de débat maintenant. Le but, c'est aussi de respecter les temps de chacune. Mais s'il y a des questions de précision sur ce qui vient d'être dit, et si on n'a pas, on passe à la suite. Donc, je passe la parole à Sophie. D'accord. Je remercie toute l'équipe qui organise cet événement, en particulier Eva, Christophe, Nicoletta pour cette invitation, et vous aussi d'être venus. Ce que je propose pour mon intervention de 15 minutes, c'est de montrer comment, à partir de la réappropriation de différents modèles, on peut jouer, redéjouer, jouer avec les codes de genre, de sexualité et de race. En m'appuyant sur plusieurs modèles tels qu'un clip, un film porno féministe et une performance préexistante, cela me permet de questionner le genre, la sexualité et la race. Je me réapproprie des figures modèles et œuvres féministes pour que la question de la race soit visible dans mon travail. Les 3 performances que j'ai choisies donnent à voir mon cheminement sur ces questions et surtout comment va émerger à l'intérieur la visibilisation de la race dans mes réflexions du féminisme. Donc 2 points que j'aimerais souligner et qui sont assez récurrents dans les 3 performances. Le premier point étant que la question du colonialisme et du racisme arrive plus tardivement dans mon travail artistique, au fur et à mesure en fait, de mes prises de conscience, de mes rencontres et de mon expérience personnelle. Bien sûr, évidemment, les lectures telles que Judith Butler, dans son célèbre ouvrage « Troubles dans le genre », est un appui théorique pour la critique de la binarité du genre et que construire un genre, c'est nécessairement une performance en soi qui n'a pas d'origine. C'est uniquement des répétitions vouées à l'échec. Et récemment, les travaux qui m'ont nourri sur le terme d'intersectionnalité que développe Kimberlé Crenshaw, qui nous montre en quoi toutes les femmes font l'expérience du sexisme, mais qu'il n'y a pas d'expérience identique du sexisme, car les autres rapports de pouvoir modifient le vécu du sexisme. Le deuxième point à souligner dans mon travail, c'est que ce soit le public qui intervient dans ma performance ou mes partenaires sur scène, le genre est toujours une question d'interaction en rapport avec l'autre, le monde extérieur, et en fonction du type d'échange, il peut se modifier. Donc voilà, c'était un peu l'introduction. Donc la première performance que je vais vous présenter s'intitule « Drôle de genre ». Je l'ai effectuée dans le cadre du festival Strasbourg is Women en 2015. Ce festival a pour but de mettre en avant les artistes femmes sur la scène artistique. L'image de cette affiche est directement inspirée du clip 17 à 52 de la chanteuse Christine and the Queens, dans lequel elle interagit avec elle-même en 4 expressions de genre différentes. La performance Drôle de genre se base sur 2 personnages que j'incarne, que je parodie dans l'hyperféminité, douce, apprêtée, passive, recherchant à être séduite. Et de l'autre,
dans l'hypermasculinité, viril, dragueur, recherchant la force et le pouvoir. Lors de ma préparation de ces deux types de genres très clichés, il y aura à chaque fois deux parties. La première partie répond aux attentes traditionnelles sur le genre assigné féminin ou masculin dans l'espace privé. Et la deuxième partie, qui se situe dans l'espace public, en interaction avec le public, vient déstabiliser les attentes préconçues à travers le rapport à la séduction et à la sexualité. Par exemple, chez Plume, le personnage féminin que j'incarne, cette déstabilisation des codes de genre attachés à la féminité va se manifester dans sa non-volonté de partir en compétition avec d'autres femmes, puisqu'elle est habillée de manière sexy, mais qu'elle est lesbienne. Et surtout qu'elle prend la liberté d'exprimer son propre désir sexuel. Chez Aaron, le personnage masculin confiant et conquérant aura une remise en question de sa masculinité à travers l'acte anal perpétré par ma complice qui se trouve parmi le public. Donc, je ne vais pas vous montrer une vidéo, mais en gros, elle est là. Et donc, en fait, j'ai voulu faire cet acte-là dans ma parodie de la masculinité parce que ça remet directement en question les rapports de genre dans la sexualité. Cette masculinité traditionnelle se construit en opposition aux femmes, puisque être pénétré signifie se réduire à un homosexuel ou au pire à une femme. Les comportements de séduction et sexuelle des deux personnages nous montrent à quel point le genre est une construction culturelle qu'on performe tous les jours en induisant des rapports de pouvoir. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas encore de questionnement sur la race pour moi. Ma réflexion se portait uniquement sur la hiérarchisation des genres et de l'hétéronormativité. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième performance que j'ai effectuée dans le cadre du festival queer et féministe Subversion non féminin en 2016. L'image de l'affiche du festival est tirée de ma performance. Pour cette performance, je me suis ici réapproprié l'esthétique d'un film pornographique féministe de la réalisatrice suédoise Mia Engberg dans son premier court-métrage. On y voit deux personnes en combinaison intégrale de Zentai qui masquent complètement leur identité. Au départ, on ne sait ni leur genre ni leur sexe. Et au fur et à mesure que leur désir monte, ils se découpent au ciseau des limbeaux de leur combinaison. On découvre progressivement leur corps et leur visage durant l'acte. Donc cette esthétique m'a directement influencée dans ma mise en scène de My Femininity, donc que j'ai effectué dans un bar, voilà, à Strasbourg, la rue Chaude-Rennes. On y voit 4 silhouettes qu'on identifie femmes par leurs attributs, en tenue aussi de Zentai, toutes portant des talons aiguilles. Dans une première partie de la pièce, 3 des personnages font la chorégraphie tour à tour de tous les gestes clichés féminins, les postures, la manière de s'asseoir, la manière de se recoiffer, la manière de se tenir. Je me trouve ici en fait au milieu, tentant de tenir sur mes jambes. Et en fait, j'essaye de reproduire, mais de manière maladroite, ces femmes auxquelles je voudrais ressembler, en fait. Et en fait, je retombe fatalement sur mes genoux, comme l'image de Bambi qui essaye de se tenir sur ses pattes à sa naissance. Voilà, il n'arrive pas, il tombe fatalement. Dans une deuxième partie de la performance, donc elle est toujours inspirée de cette esthétique du porno féministe, comme je vous ai dit. On se découpe mutuellement les lambeaux de tissu de notre tenue, tout en s'embrassant. Et au fur et à mesure, elle révèle mon identité et elle me révèle à moi-même. Et maintenant que je regarde cette performance, donc 3 ans après, j'en ai une analyse autre encore. Je vois aussi qu'elle révèle le fait que je sois aussi une femme racisée asiatique, ce que je n'avais pas du tout relevé il y a 3 ans en fait.
C'était pas ce qui m'intéressait principalement en fait. Avant que ça me saute aux yeux, cette dimension immédiate de l'apparence extérieure. C'était quelque chose qui a pris son cheminement aussi. Donc ici, en fait, ce qui m'intéressait, c'est que cette performance montre que pour moi, particulièrement, c'est par la sexualité que s'est construit mon genre. C'est par l'expression de mon désir pour les femmes que je me suis émancipée des dictats de beauté et que j'ai commencé à assumer ma propre expression de genre et mon corps. Voilà. Donc la troisième et dernière performance que je vais vous présenter, qui est la plus récente, la question du racisme et du colonialisme devient explicite. RIT 2.0 est une performance que j'ai réalisée dans le cadre du festival Lady DIY Fest en septembre 2018. Donc elle est elle-même une reprise de la performance Rythme Zéro de Marina Abramovic, qu'elle a effectuée en 1974 dans une galerie à Naples. Donc, durant 6 heures, elle laissera le public utiliser à leur guise les 72 objets à disposition sur une table qui peuvent soit lui faire du bien, soit lui faire du mal, dont par exemple une lame, une plume, une rose, un couteau, un revolver. J'ai voulu reprendre cette performance en y ajoutant justement la dimension de la race. J'ai choisi des objets en fait, qui font référence à la culture dont mes parents viennent, c'est-à-dire le Vietnam, et également des objets qui font, on va dire, asiatiques, justement, et qui renvoient à ce que les autres projettent de manière inconsciente ou avec tous les stéréotypes qu'on peut véhiculer sur les Asiatiques, ainsi que des objets issus de la culture occidentale. C'est le public qui va choisir d'associer et utiliser tel ou tel objet sur moi et qui peuvent donner une indication en fait de la manière dont les femmes typées asiatiques sont perçues et traitées dans notre société. Donc voilà, pour moi c'était une expérience, voir comment on pouvait interagir avec ces objets et comment les personnes pouvaient comment l'inconscient collectif pouvait agir sur mon corps et donner des indications. Voilà. En conclusion, les 3 performances qui ne sont qu'une partie de mon travail traduisent mes questionnements sur le genre, la sexualité et la race, à quel point elles sont imbriquées en fait, comment la parodie et la réappropriation du genre et d'œuvres féministes relèvent que le genre est toujours une performance, comment dans mon cas c'est ma sexualité qui a construit et continue à construire mon genre, et enfin comment les questions de racisme et de colonialisme sont apparues progressivement au fur et à mesure de mon évolution artistique, intellectuelle et politique. Merci de votre attention. Alors, comme auparavant, peut-être on va commencer par, le cas échéant, s'il y a des questions de précision à poser à Sophie par rapport à ce qui vient d'être dit. Et s'il n'y a pas, à ce moment-là, je propose qu'on entame le débat collectif. Alors, ce qu'on souhaite, c'est effectivement qu'il puisse y avoir un échange autant que possible avec le public. Les questions peuvent être larges, peuvent être adressées soit aux artistes et à leur en direction de leur démarche, soit aux personnes qui ont amené une approche plus théorique. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite entamer, souhaite prendre la parole? Oui. Bonjour, merci déjà pour... je me présente peut-être un peu en 2 secondes. Donc je m'appelle Aude, je suis étudiante en sociologie de l'intervention sociale. Je suis ici avec quelques camarades. Et justement, nous, on a des cours sur tout ce qui tourne autour du rite, du corps et de la performance, avec Virginie Wolf, justement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était comment, en amont, vous préparez la performance. Et est-ce qu'il y a justement une marge de manœuvre avec les acteurs avec qui vous travaillez? Ou est-ce que tout est déjà défini? C'est une question en direction des deux, surtout des artistes, là, pour le coup. Ok. Je
pense que selon comme vous le sentez, c'est une question transversale. Donc. De mon côté, par exemple, il y a une idée, sûre. Il y a un cadre de cette idée, ce sujet qu'on veut développer. Je propose. En fait, avec Michael, on s'est connus depuis tellement longtemps que parfois, si je lui dis Michael, tu dois naître, il sait très bien quel mouvement il doit faire et il le fait à sa façon, tu vois. Et du coup, il le crée lui-même. Donc, si on laisse une marge, après moi, c'est que je lui dis, je vais lui dire, tu dois naître. Voilà. Mais après, c'est lui qui recherche, en fait. C'est en temps réel, justement. Mais si le lendemain, il naît d'une autre façon, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il doit naître. Tu vois? C'est comme ça qu'on crée, en fait, de mon côté. Après, il y a le côté aussi un peu intellectuel, les mots. Et après, il y a aussi le côté un peu architecture, les lieux. Parce qu'il y a un espace, et dans cet espace-là, il y a un micro-espace. Du coup, il faut bien réfléchir aussi aux micro-espaces qui sont dans l'espace de la scène. Donc, de quelle couleur? Qu'est-ce qui se passe si je rajoute de la couleur ambre à la place de la couleur bleue, avec de la fumée, et avec Michael qui naît, par exemple? Quels sons, tu vois? Qu'est-ce que ça sent en même temps? Comment et c'est là qu'il lui-même, selon ce qu'il va dire après, ou selon la musique qui va aller après, quelque chose, la vidéo, lui-même, il va développer cette sensation en temps réel par rapport à ce que lui-même il ressent. C'est très fragile hein, avec la réalité. C'est-à-dire qu'il peut être très très fragile à ce moment-là. Je peux le toucher ici et il pleure, tu vois. Mais une fois que c'est fini, hop, c'est un jeu, quoi. Parce que sinon, on peut carrément devenir fou, quoi. Il faut faire la différence entre la réalité et la fiction. C'est très, très fin. Parce que ce n'est pas de l'interprétation non plus. On ne joue pas. Tu vois, on le vit, mais on est conscient de que c'est un jeu. C'est comme ça que nous, on travaille. Tu vois. Toujours en étant conscient du public qui, lui aussi, il peut intervenir. On est gentil, je ne sais pas comment expliquer en fait. Voilà. Alors, par exemple, comme je l'ai dit, il y a d'abord des images très fortes qui m'inspirent, que je reprends, que je réutilise, qui vont commencer à dessiner les contours de ma performance. Ensuite, je vais choisir des intervenants et intervenantes en fonction de finalement le feeling que j'ai et aussi de ce qui m'inspire aussi. Par exemple, les personnes qui sont dans My Femininity, il y avait une circassienne, une danseuse, une collègue à moi qui faisait du théâtre. Et en fait, je savais que je voulais ces tenues intégrales qui recouvraient le corps. Je savais que je voulais quelque chose qui ressemble un peu à Bambi au milieu, où moi je galère un peu à reproduire. Mais en fait, je les ai donné totalement la liberté d'inventer les gestes, c'est-à-dire la chorégraphie autour des gestes stéréotypés féminins traditionnellement. J'aime bien qu'il y ait quand même dans mon travail un aspect collaboratif. Je n'aime pas totalement que tout soit défini. J'aime bien que les personnes qui travaillent dans mes pièces donnent leur grain de sel en fait. Voilà. Pareil dans Drôle de genre avec ma complice Jessica Price,
c'est vrai qu'on s'est dit mais comment on pourrait interagir au niveau du renversement de rôle et voilà, on a fait des essais. Ça s'est pas venu d'un coup. Je savais qu'à un moment je voulais remettre en question pas mal d'a priori, pas mal de choses qu'on remet pas assez en question sur la virilité et la féminité en fait. Et voilà, c'est par l'expérimentation que finalement se crée la mise en scène en fait. Voilà. D'autres questions? Oui, par ici. Oui, bonjour. Donc Lise Faure de l'association d'ethnologie et je suis aussi étudiante en Master 2 muséologie de l'Institut d'ethnologie aussi. Moi, ma question, remarque, je ne sais pas trop, s'adresse surtout à Sophie Nguyen. Ça va comme ça? Plus particulièrement sur la dernière performance que vous nous avez présentée. Alors moi j'ai toujours un peu le problème avec l'emploi du terme de race. Enfin je sais pas, je trouve ça toujours un petit peu compliqué de se positionner contre le racisme en employant les mêmes termes. Mais c'est surtout, je me posais la question de la finalité recherchée dans la performance elle-même en fait, qui va un peu questionner aussi la place de l'art dans notre société et de finalement, enfin vous avez parlé d'une expérience. Mais est-ce que effectivement on est dans le registre, enfin en fait comment ça agit sur le public qui va effectivement genre choisir ces objets pour les associer sur votre personne, mais est-ce que le public est amené à un moment donné à se rendre compte de comment c'est peut-être le cliché tout simplement, l'idéalisation, enfin oui, le cliché de la femme asiatique qui l'emmène à poser ces objets sur vous, ou enfin voilà, est-ce que c'est après dans un registre de diffusion après l'expérience qu'on met tout ça en question, ou enfin voilà, comment tout ça est pensé? Oui, bonsoir. Alors, en fait, j'utilise le mot race parce que c'est en fait un outil justement d'analyse qui permet de nommer les discriminations. C'est-à-dire, ce n'est pas le racisme qui crée les races, mais justement, c'est le fait que si on ne nomme pas les choses, en fait, on peut pas vraiment lutter contre ça. Et donc, pour moi, c'est vraiment un concept qui me permet d'analyser ces rapports de pouvoir autour de la différence de race, en fait. Donc, voilà, faut pas avoir peur des mots, et voilà, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est vraiment en termes d'analyse. Voilà. Qu'est-ce que ça a provoqué ensuite? C'est l'expérience d'associer certains objets sur mon corps dans Rythme 2.0. J'ai remarqué que il y avait, ça s'est divisé, on va dire. Après, c'est encore différent parce que là, c'était dans un cadre militant. Donc, je sais pas vraiment si je touchais à quelque chose qui, c'était déjà un public, je pourrais dire sensibilisé. Et ça serait intéressant de le refaire peut-être dans une galerie ou peut-être en pleine rue, pour voir si l'expérience change. En tout cas, de ce que j'ai pu observer, c'était des personnes qui essayaient un groupe de personnes qui essayaient de me mettre au mieux, qui m'asseillaient, qui me donnaient à manger, à boire, principalement mes amis aussi, donc ça influence aussi pas mal. Et d'autres personnes, là, en fait, vous voyez une petite fille. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était vraiment innocente. C'est-à-dire que dans le sens où elle a pas, alors voilà, on a tous des préjugés effectivement liés à la couleur de peau. Et en fait, c'est elle qui s'amusait le plus à mettre le chapeau, les baguettes, les éventails, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fin, elle a dit à sa propre mère, elle lui a dit mais maman, en fait, je l'ai obligée à porter ces choses, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, je savais pas quel âge elle avait, mais je me dis, si ça a provoqué une forme de conscientisation sur le consentement déjà en termes de corporel, en fait, au final,
le fait que, à la fois, moi, je voulais évoquer le corps des femmes n'est pas un objet, en fait, et en même temps, la question de, comme je dis, de la race, qui peut influencer aussi la manière dont on peut traiter les personnes qui ne sont pas blanches, en fait. Et voilà, c'est vrai que, moi, ça m'a fait énormément de bien d'avoir ce retour-là. Après, c'est pas, comme dit, je sais pas si j'ai touché forcément tout type de public. Ça serait intéressant de le refaire autre part aussi. Voilà. D'autres questions, réactions? Je ne sais pas, moi, si je comprends... Ah, pardon. Il y avait une autre question là, mais je ne sais pas si tu voulais continuer d'intervenir là-dessus. Non, c'était sur la Ok. question de race, mais je reviendrai après. Bon, ok. Oui, alors bonjour, moi je suis étudiant en 3e année de sociologie et j'ai une question à poser aux deux artistes qui sont présents aujourd'hui, présentes aujourd'hui, excusez-moi. C'est dans la performance, où est-ce que vous voyez la différence entre transgression et subversion dans votre manière de faire de l'art? Voilà. Moi, déjà, personnellement, je pense que celui qui commence à faire un spectacle, une performance, en pensant à vouloir faire la transgression ou la subversion, il va faire exprès et du coup, ce sera faux, je trouve. Je sais pas. Je pense que moi, personnellement, quand je fais quelque chose, je ne fais pas en pensant à ça, en fait. C'est plutôt le public qui voit ça. Enfin, ce n'est pas un produit déjà fait, quoi. Tu vois, ce n'est pas que je te montre le rouge, le public il va penser rouge. Voilà ma transgression, tu vois. Non, je vais montrer ça, mais je ne vais pas dire qu'il est rouge. C'est-à-dire que j'ouvre une fenêtre et le public il le prend comme il veut. Et donc, s'il le prend comme une transgression, il l'a pris comme ça. Mais je ne fais pas exprès, en fait. C'est ça. Tu vois, parfois, on m'a déjà posé des questions comme ça, ou des questions genre, est-ce que ça la provoque ou ça m'a fait penser à Grotowski. Ça m'a fait vraiment des compliments très, très bons. Mais je dis oui, c'est très bien, mais waouh, merci. Mais je ne fais pas exprès, en fait. En tout cas, dans mon cas. Hein. Après, ça dépend des gens. Et donc, je le fais plutôt en pensant ce que je voulais faire, tout simplement. Voilà, et toujours en me mettant à la place du public. Hein. Avec cette troisième œil et avec le tempo, tu vois, la tension, en jouant avec la tension, le cœur, quoi. Enfin, je sais pas. Tu me suis? Voilà, donc un conseil, il faut pas penser à faire, quoi. Il faut faire, tu vois. C'est pas parce que c'est écrit comme ça que je vais le faire comme ça. Tu vas te guider sur ça. Mais après, c'est à toi de créer. Sinon, après, on fait la copie. Et ce n'est pas la création. C'est ça, c'est ma philosophie de la compagnie. Donc, voilà mes réponses pour toi. Je sais pas. Après, chacun sa méthode, après, bien sûr. C'est vrai que déjà la différence, je ne saurais pas trop l'expliquer. Mais c'est vrai que quand je pense à l'élaboration d'une performance, j'ai pas forcément l'intention de provoquer le public ou de le rendre mal à l'aise. En fait, c'est plus des questionnements internes que je vais essayer de faire émerger par ce que je vais montrer à voir. Et aussi par les limites qui, moi, me font peur déjà. Et je vais essayer de les outrepasser. Je vais essayer de les remettre en question. Je vais essayer de les mettre en crise, en fait, pour que une vérité que jusqu'à là était cachée ou que des choses qui n'étaient pas encore conscientisées peuvent émerger, en fait. Mais c'est vrai que la question de c'est subversif ou pas, est-ce que c'est une question, je sais pas si c'est de l'ordre de la subjectivité, je sais pas. Ça dépend, en fait. Voilà. Oui, aussi, déjà les mots performance, en fait, on peut pas non plus, personnellement, je ne peux pas non plus dire je vais faire une performance. Voilà, mon spectacle, c'est une performance. C'est les gens qui disent c'est une performance.
Tu dis juste quelque chose. Par exemple, un truc tout banal, tout le monde connaît la plupart, un match de football. Tu vois, il y a des règles. Les joueurs ils jouent au football, mais chaque match n'est pas pareil. Voilà la performance. Tu vois, c'est ça une performance. On va faire un spectacle, un extrait, quelque chose, mais ce ne sera jamais pareil. Tu vois, du moment où c'est des spectacles vivants, et c'est ça la performance en fait. Tu vois, de tenir et de ça. Voilà. Bon, le jazz, pareil. Tu vois. Mais par contre, tu voulais amener un point de précision sur la notion de race. Oui, moi je voulais un moment tout juste parce que je comprends le gène qui a été exprimé tout à l'heure et c'est aussi le mien. C'est pour ça que je voulais un moment en parler avec vous. Parce que quelque part vous dites, voilà, il ne faut pas avoir peur de mâcher les mots. En même temps, je pense qu'il y a une différence entre des différences morphologiques qui existent entre nous tous et l'opération idéologique qui transforme ces différences dans déjà dans quelque chose d'homogène, donc l'idée qu'une population est homogène et qu'une race existe, alors qu'il y a plus de différences entre individus qu'entre populations. Et puis l'idée aussi que ces différences sont dans des relations de supériorité-infériorité. Et donc moi aussi je me dis, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, mais là c'est vous les artistes, une autre parole, une autre manière de raconter les différences sans avoir forcément recours à des mots qui sont tellement connotés et qui ont créé de telles dévastations. Et je vous le dis parce que je suis moi-même en ce moment dans une impasse. C'est-à-dire qu'une des questions que je me pose, c'est comment je peux décrire des corps sans entrer dans le jeu finalement de possibles jugements de valeur ou de mettre des étiquettes, par exemple, attitude plus ou moins féminine, masculine, une taille grande, petite. En fait, comment décrire des corps en esquivant les pièges que le langage nous a tendus et qui porte en fait, et qui se fait écho de tant d'années de discrimination par le corps. Voilà. Mais c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Bonsoir. Alors voilà, moi je suis marionnettiste et donc c'est la question de l'objet qui m'intéressait, à savoir comment est-ce que vous... qu'est-ce qui préside au choix des objets, même si vous avez expliqué par exemple que c'est des objets asiatiques, etc. Mais enfin il y en a 1000 et un, voire même plus. Qu'est-ce qui préside au choix? Et ensuite, au cours de la performance, si on vous met un chapeau, par exemple, ou que sais-je, comment ces objets vous influencent? Quel effet ont-ils sur vous? En ont-ils un? Voilà. Donc ouais, comme j'ai dit, c'est des objets que j'ai récupérés dans la famille, dans la maison de ma famille en fait, donc, qui sont des bols, des choses qui sont en lien avec mes parents, d'où ils viennent en fait. Et quand je dis asiatique, c'est qu'avec moi, il y avait d'autres artistes aussi qui sont issus aussi de l'Asie, mais qui ont ramené aussi leurs objets en fait. Donc je peux pas le voir, mais c'est d'autres couvre-chefs en fait. On aurait l'impression que ça serait samouraï, des épées qui pourraient revenir, mais qui étaient plutôt d'influence syrienne ou des choses plus d'Iran ou des choses comme ça, mais en fait qui n'étaient pas forcément vietnamiens. C'est pour ça que je dis asiatique, parce qu'on a l'impression que Asie ça veut dire quoi en fait. Et voilà, c'est pas réduit uniquement au continent, aux 5 pays dragons comme on dit. Donc voilà, l'Asie c'est assez vaste en fait. Et finalement, qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que ça me fait quand on met ces objets? Je me suis sentie comme un objet. Donc clairement, où on me déguisait en fait, on essayait, parfois même
Je crois que il y a des personnes qui m'ont même commencé à me fouetter, des choses comme ça, avec un objet rapporté par une de mes collègues, justement. Et aussi, parfois même, on m'a complètement camouflé. C'est-à-dire qu'on a décidé carrément de plus me voir, en fait. On m'a posé juste une veste par-dessus. Et là, je me suis sentie complètement invisible, justement. Et ça me renvoyait justement à mon invisibilité dans l'espace public, mais aussi quand j'essaye de prendre la parole, un certain nombre de choses que j'ai du mal à sortir, le fait de m'affirmer en tant que femme asiatique, parce qu'il y a un certain nombre de préjugés qui moi-même m'habitent en fait, et donc j'essaye de me détacher en fait. Je ne sais pas si ça a répondu, mais c'est vraiment une quête en fait de cette volonté, mais pourquoi ces stéréotypes sont tellement présents et comment j'essaye de m'en défaire moi-même en fait, par l'expérimentation, par cette action-là. Ouais, c'est eux finalement qui font le choix. Ouais, c'est eux qui font le choix comme celle de Marina Abramovic. C'est moi je reste statique. Ouais. Parce que pour nous, les marionnettistes, les objets ont une vie propre aussi. Voilà. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'était voilà. Merci. Tu souhaitais réagir ? Je voulais, oui. Ça marche ? Oui ? Oui, ça marche. Oui. Donc, c'est très intéressant. Je pense qu'on est déjà en train de soulever des enjeux, des réflexions importants. D'ailleurs, je voulais juste souligner quelque chose par rapport à, du coup, si j'ai bien compris, à la performance de sa propre identité et de sa propre visibilité en tant que femme racisée. Il y a un article dans les numéros Performance du paraître aussi de Elena Prado, justement. Et c'est intéressant parce qu'elle est allée faire du terrain au Brésil avec des personnes qui sont descendants des Japonais au Brésil, donc à la suite des différentes vagues migratoires. Et donc elle a surtout côtoyé aussi une performeur, une femme qui, Erika, je pense qu'elle s'appelle, donc qui elle met en scène ses origines japonaises tout en étant brésilienne depuis des générations, on va dire. Donc elle fait de cette stigmatisation, de cette particularité physique d'apparence un atout. Elle fait des cérémonies du thé, par exemple japonaises au Brésil, qui apparemment ont beaucoup de succès auprès des classes aisées. Voilà. Et donc, elle dit que, en fait, elle souligne que l'ethnicité peut être performée en tant qu'outil et donc peut aussi aider les individus à processer d'un certain côté cet enjeu de double référence ethnique sans pour autant dire que c'est facile, parce que elle souligne aussi dans une performance, elle dit que cette femme, elle vient habillée en japonaise. Et tout au long de la cérémonie, elle se déshabille. Donc l'esthétique japonaise, elle est assez droite, assez couverte au niveau corporel. Elle se déshabille donc et elle se met en robe, en tenue de soir. Et la performance s'intitule « Ce n'est pas moi ». Voilà. Donc, de toute façon, ça soulève des enjeux identitaires intéressants, à la fois pour les performeurs, à la fois pour sa communauté d'origine et d'appartenance et de référence, et à la fois pour les spectateurs. Donc, je trouve qu'on est vraiment dans les paradigmes de la provocation, et chacun peut après en lire ce qu'on veut dans ce type de performance. D'autres questions, remarques? J'ai pas vu. Alors, moi j'en aurais une, enfin deux.
pour nos invités. Bon, d'une part, j'ai trouvé très intéressant ce que tu disais, Evelyne, tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de rentrer et ensuite sortir d'une situation de performance. C'est-à-dire que finalement, tu dis, c'est comme un jeu, on sort, on ne devient pas fou. Et je trouve que ça, c'est intéressant pour nous parce que vraiment, ça nous aide à penser aussi le rituel, en fait, du côté des anthropologues et des sociologues, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un cadre permet également de ne pas se perdre et de pouvoir sortir, même si on s'en sort transformé. Et donc ça, voilà, je trouvais intéressant, je voulais savoir comment ça se passe pour chacun de vous. Et l'autre question, c'est qu'il y a un fil un peu dans tout ce que vous dites autour de la transformation de soi et de la découverte de soi. C'est-à-dire que dans les différentes performances que on a vues, il y a cette idée de renaître presque, de se révéler différent à soi-même. Et donc, je me dis, est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé pour vous au bout d'un certain parcours? Et puis, j'avais aussi une troisième question, pardon. Est-ce que vous prenez en compte la réaction du public dans la représentation suivante? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de progressif, donc qui peut changer d'une fois à l'autre parce que vous avez vu les réactions du public, ou est-ce que vous répétez à l'identique, même si on ne répète jamais à l'identique? Mais voilà, disons, il n'y a pas vraiment de réflexion, a posteriori sur les conséquences de votre mise en scène sur le public. Je réfléchis encore. C'est-à-dire s'il y a vraiment une réflexion a posteriori sur ce que ça a fait, ou si vraiment, comment ça se passe? Oui, nous, chaque fois qu'on joue, en fait, déjà c'est un jeu, justement. Et ce n'est pas la vraie vie, c'est un jeu. Et oui, nous prenons tout le temps en compte, en fait, les réactions avec les gens. Déjà, c'est un échange, en fait. Je ne peux pas jouer en imaginant qu'il y a personne alors qu'il y a personne. Et du coup, c'est automatiquement, ça va évoluer. Il y aura un changement, quoi, en fait, un gros changement. Ou alors, en fait, comme c'est en temps réel, comme c'est à ces moments-là, tu vois, et bien sûr, chaque représentation est différente. Et du coup, la réaction qu'il va avoir le public, elle sera jamais pareille. Du coup, logiquement, tu auras une réaction différente aussi. Tu vois? Donc, c'est dans ce sens-là. Et, sauf si c'est vrai que ça marche vraiment, vraiment pas, parce que ça fait tomber, ça fait chuter le tempo, le cœur, on s'ennuie. C'est simple, si je m'ennuie, c'est parce qu'on s'ennuie. C'est simple. Et donc, bien sûr, il y a des choses à régler par rapport au tempo, par rapport au son, par rapport à l'élastique qu'on tire pendant tout le spectacle. Tu vois? Et aussi, le côté performance, je ne sais pas ici, mais en Sud-Amérique, en fait, la performance de maintenant, c'est les arts vivants. Les arts vivants, ce n'est pas le même art vivant que j'ai appris en 2006, par exemple, quand j'ai commencé tout ça. C'est-à-dire que là-bas, on va mettre en scène sa propre vie, sur scène. Donc, il y a une femme, je sais pas, en Colombie qui fait des arepas. Les arepas, c'est un plat spécial avec la pâte. Et il va faire des arepas, mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas juste qu'elle fasse une arepa. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle fasse des arepas avec un beau projecteur, une belle lumière, un beau son, et qu'elle me raconte sa vie. Parce que cette femme, elle va raconter sa vie en faisant des arepas. En 1 minute, elle va me faire 50 arepas. Voilà la performance. Donc, c'est sa propre vie, parce que c'est une cuisinière. On l'a fait, en fait, en Colombie. C'est sa cuisinière. Et c'est ça, l'art vivant. En fait, la performance, là-bas, maintenant, c'est comme ça. Je ne sais pas ici, maintenant, si on le fait comme ça. Est-ce que tu as déjà vu des choses comme ça? Ouais. Par exemple, il y avait un monsieur, j'ai un projet sur les migrants, en fait, de Venezuela. Je suis allée à la frontière avec la Colombie. Il y a un monsieur pareil qui nous racontait sa vie, d'où il venait au Venezuela, qu'est-ce qu'il faisait et où il va.
il était mécanicien, le monsieur. On l'a mis sur scène, un spectacle art vivant. Le monsieur, il m'a réparé les pneus d'un vélo, quoi, pendant qu'il nous racontait sa vie. Automatiquement, les gens autour, parce que je ne joue jamais sur une scène, les gens, ils ont vu un spectacle. Vous voyez ? Le jeune a raconté et tout à coup, il s'est mis parfois aussi à pleurer. Il y avait les larmes aux yeux. Après, il était tout content, mais il faisait, il réparait vraiment le vélo, quoi, le pneu du vélo. Voilà la performance, l'art vivant, tu vois ? Et l'action. L'objet, justement, par rapport à cet objet. Quel objet j'ai choisi ? Tu vois ? Donc, c'est ça, c'est vrai aussi que chaque objet a une présence. Et on parlait, moi, pour répondre à ta question tout à l'heure, en fait, moi, si j'ai choisi un objet, c'est pour devenir cet objet. Tu vois, je sais pas, un spectacle, je devenais un objet de consommation. C'est-à-dire que moi, je me jetais plein de nourriture sur moi, mais toutes sortes de nourriture, des marques, surtout des marques, parce que j'ai dénoncé la surconsommation en 2006. Hein. Et du coup, moi-même, je devenais un produit de consommation. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que chaque objet, il était justifié. Tu vois, j'allais pas prendre un truc bio alors que c'est bien, quoi. Je prenais du Coca-Cola. Bah, voilà, les clichés, quoi. Le McDonald's. Donc, chaque objet. Après, ça dépend de ce que tu veux dire. Par rapport à cette histoire des races, je pense qu'il fallait aussi des objets vietnamiens, asiatiques, parce que c'était le propos, je crois. Hein. Le sujet asiatique. Moi, de ce côté-là, c'était le sujet surconsommation. Tu vois ? Donc, dans ce sens-là, moi, je le ferais comme ça. Je prendrais des objets que je puisse l'intégrer et devenir cet objet. Donc, voilà la performance. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Alors, toi ? Oui, alors pour ma part, si ma performance peut changer en fonction du public, c'est bien ça le... je pense que le fond ne change pas, mais comme je recherche plutôt dans quel cadre en fait je performe, quel type de public je vise en fait, c'est plutôt ça qui m'intéresse en fait, plutôt que est-ce que je vais changer ma performance en fonction des réactions des personnes. Je trouve que ça serait s'adapter un petit peu, pour plaire absolument à un type de public. Je pense pas qu'il y a vraiment, c'est pas vraiment mon intention. C'est plus j'ai des questionnements à soulever à travers mes actions. Et en fonction du type de public et de type d'endroit, voilà, je peux faire ça autant dans une galerie que dans un bar. C'est complètement différent la lecture en fait qu'on en fera. Et c'est ça qui serait intéressant en fait de relever plutôt à mon sens. Ouais. Un petit truc à ajouter. Je crois que je pense qu'on est du même côté, en fait. Il ne faut pas oublier qu'on est des résistants. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tellement dur de jouer par rapport aux subventions, par rapport à que tu sois pris dans une salle, par rapport à qu'on ne te critique pas. Tu vois ce que je veux dire ? On est presque des survivants, quoi. Tu vois, on est la résistance, quoi. Tu vois, il y a plein de compagnies qui ferment, qui serrent, et qui se finissent, quoi, parce qu'ils pètent les plombs, les gens, parce qu'ils n'en peuvent plus. Du coup, c'est ceux qui restent, on est des résistants, tu vois ce que je veux dire, on est, je sais pas quoi, Terminator, quoi, tu vois, on est la résistance, quoi. On est des passeurs, c'est ça. Il faut y croire, quoi. Si on n'y croit plus, c'est la fin de la culture. Voilà. Merci. Alors, comme rebondir après ça, je voulais juste faire un point sur la notion d'agentivité qui consisterait, c'est une notion qu'on peut utiliser, qu'on commence à utiliser en sciences humaines et sociales, donc qui se réfère au fait d'être des acteurs dans ces scénarios sociaux et donc d'être aussi actifs par rapport à la société, donc de proposer quelque chose au lieu de subir. Voilà, donc je pense que ce numéro il est vraiment axé sur cette notion, ainsi que tout mon travail, à vrai dire. Donc je m'intéresse aussi à la notion de résistance, justement, aussi à la notion des jeux, parce que il y a forcément des correspondances entre la notion de dramatisation et dédramatisation
Et donc, ce qui est propre au côté ludique des performances et de la vie, c'est aussi cette puissance, ce pouvoir de dédramatiser ce qui nous fait souffrir au quotidien. Donc, comment vous, le public, vous les artistes, nous les chercheurs, on peut apprendre à performer, vivre de manière ludique, sans se laisser accabler par des récits parfois trop... comment dire, fataliste, apocalyptique sur notre présent et donc sur tous les malheurs dont on témoigne, etc. Alors, oui, il y a encore une remarque là-bas. Je vais essayer de poser une question à mademoiselle, celle de gauche, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Sophie. Voilà. Moi, je trouvais très intéressant votre travail, à toutes les deux d'ailleurs. Alors moi, j'ai une petite question, ça serait, évidemment, puisque vous faites des performances qui sont liées à votre questionnement personnel, votre homosexualité, donc vous introduisez la notion de genre. Alors ma question, ça serait celle-là. Par rapport au féminisme des années 70, qui avait... enfin, ils ont fait quand même beaucoup d'avancées. Elles ont fait beaucoup d'avancées. Le mouvement a fait beaucoup d'avancées. Alors, vous introduisez la notion de genre. Alors moi, je ne sais pas trop ce que c'est le genre, en fait. Et la notion de race. Alors, j'avais plutôt l'impression que c'était la notion de culture initiale. La notion de culture retour au pays natal, un peu, quelque chose comme ça. J'ai pensé à ça tout à l'heure, c'était pas le mot exact. Alors, c'est quand même des mots-clés, comme genre, par exemple, parce qu'il faut enlever la notion de sexe, masculin, féminin. Et moi, j'ai un sentiment par rapport à ça, un peu, comment dire, est-ce que ça pourrait être une instrumentalisation du capitalisme ? On parle aussi de racialisme, par exemple. Mais est-ce que vous pouvez entrevoir ou ne pas entrevoir ce rapport aux minorités instrumentalisées par la machine capitale? Est-ce que vous comprenez ma question? Il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai, excusez-moi. Ouais. Concernant mon analyse que je fais sur la sexualité, la race et le genre, comme je vous ai dit, c'est des imbrications de discrimination qui ont toujours eu lieu quotidiennement en fonction de quelle oppression vous vivez au quotidien. Et donc quand vous cumulez justement ces trois composantes, comme disait Kimberlé Crenshaw, dans l'intersectionnalité, en fait, l'intersectionnalité qu'elle développe, c'est dire finalement l'expérience du sexisme ne sera pas la même qu'une personne blanche de classe aisée, qu'une personne, par exemple, racisée, qui sera de classe moyenne. L'expérience du sexisme ne sera pas le même. Et c'est pourquoi il est important, à mon sens, de prendre en compte ces trois composantes de la discrimination. On ne peut pas se permettre de dire c'est du capitalisme, c'est de l'instrumentalisation parce que c'est quelque chose qui est trop, qu'on en parle trop ou qu'on essaie de le revendiquer pour vendre. Je ne pense pas. C'est un vécu qui est justement invisibilisé, trop souvent invisibilisé, et qu'on se part justement pour résister aux oppressions des dominants. Et donc, je ne sais pas quoi dire encore. et voilà. Alors,
on a fini le temps a priori, mais en même temps on ne va pas non plus partir frustré. Donc s'il y a encore des questions ou des remarques ou des choses à placer, on peut encore le placer. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit du tire-bouchon derrière, ça signifiait que le buffet est prêt. Toutefois, on est d'abord là pour l'échange. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques, des choses que l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, souhaite préciser? Bon. Il faut annoncer le buffet. Alors, avant d'annoncer le buffet, j'ai encore deux, trois éléments à dire. Alors rapidement, déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. Merci à nos deux invités donc, pour la présentation de leurs travaux. Un grand merci vraiment à vous. Ensuite, je n'ai pas annoncé au départ, mais on remercie également nos partenaires financiers, pour le coup, donc la CAP, Commission d'aide aux projets étudiants, qui a financé tout ce qui était captation vidéo, gestion de l'ordre, etc. Donc par le biais du CRUS et du FSDIE, donc l'Université de Strasbourg. Merci également à donc la Faculté des sciences sociales qui nous paye le buffet. Et encore une fois, un grand merci aux associations d'étudiants qui ont coporté cet événement, donc pour le coup avec la revue des sciences sociales représentée au niveau logistique par moi-même là pour le coup. Voilà. Autre... Pardon ? Je voulais juste dire où se trouve le numéro et après on peut annoncer le suivant. Donc au niveau du numéro, alors on n'en a pas beaucoup, donc on va pas le faire passer. Puis on a décidé de ne pas faire de point de vente ici, parce que voilà. En revanche, il peut se commander soit sur le site des presses universitaires de Strasbourg, soit en se rendant directement aux presses universitaires de Strasbourg, donc dans le bâtiment. On est dans quel sens là ? Dans le bâtiment d'à côté, donc à la Micha. Voilà, c'est en entrant dans la Micha. Et sinon, tous les numéros se trouvent en ligne, en accès libre, dès leur sortie. Donc pour accéder... Alors, ça fait qu'on perd le côté iconographique, pour le coup. Donc, comme le disait Freddy Raphaël tout à l'heure, il y a un gros travail iconographique qui est fait dans la plupart des numéros. Celui-ci, en l'occurrence, il y a également, pour le coup. Mais en tout cas, tous sont en accès libre. On peut peut-être même mettre l'adresse c'est sur donc revue.org, revue des sciences sociales, voilà. Et sinon, il y a encore un autre numéro qui est paru entre-temps. Je te laisse... Oui, avant de passer aux autres numéros, on voulait rappeler que pour ce numéro-là, on avait eu l'autorisation de publier en fait des images de performance d'Olivier de Sagazan, qui est un peintre, sculpteur, performeur, qui présente en fait dans ce numéro un cycle en fait de performance qui se parle de la transformation. Et donc on retrouve finalement cette question dont on parlait en fait nos invités. On retrouve d'ailleurs certains éléments comme la terre et autres qui permettent en fait de faire ce parcours de révélation d'un autre soi à travers une pratique performative. Et donc c'est quelque chose qu'il a mis en œuvre à partir de 1999, donc qui a désormais 20 ans. Et vous trouverez dans la version papier en fait un dossier autour de cette performance-là, de ce cycle de performance. Donc c'est une manière de sculpter son corps et de faire jaillir d'autres possibles formes, d'autres possibles identités. On en laissera un exemplaire ici si vous voulez feuilleter et regarder. Et le numéro suivant, pour rappeler rapidement, portait sur dépasser les frontières. Et il y en a un qui va sortir donc au mois de juin sur les dissidences alimentaires et donc sur toutes les manières de mettre en œuvre des dissidences à l'égard à la fois de la société, des idéologies, des manières d'être soi
par l'alimentation. Et là aussi, le cahier d'images est important parce qu'on a pu passer un partenariat avec le musée Tommy Ungerer et donc publier là aussi un cycle qui n'est pas très connu, la cuisine illustrée de Tommy Ungerer. En fait, il s'agit de dessins et de collages en fait, qui vont accompagner le numéro. Du coup, on peut faire la transition vers le buffet, ça tombe bien puisqu'on termine avec l'alimentation. Je ne suis pas sûr que le buffet soit dissident, on va éviter qu'il le soit peut-être. Donc voilà, le buffet se trouve derrière vous, donc on a été livré par un traiteur, donc un restaurant libanais qui se trouve à côté. Voilà. Et je propose que du coup, les débats puissent continuer de manière informelle autour d'un verre, autour de falafel ou de houmous. Voilà. Et encore merci à vous.